jour, une vie. Je reçois aujourd'hui Dominique Eppner, une femme chirurgienne pour les grands brûlés. Bonjour. Bonjour. Dominique. Bonjour. Bon, alors on va parler de plein de choses. On va parler de votre enfance, de votre adolescence, de votre jeunesse, de votre vie adulte et puis aussi, bien sûr, de votre métier de femme chirurgien et aussi votre regard sur la société, sur le monde. Voilà. En gros, on va couper après l'émission par une chanson que on a choisie, que vous aimez, et puis donc on finira sur l'Afrique, l'apothéose. Voilà, Dominique, vous êtes une jeune femme de 68 ans. 68 ans, voilà. On peut le dire, hein, vous êtes vraiment, comment dire, très active. Vous êtes née en 1951. Oui. Vous êtes née à quel endroit? À Châteauroux, dans le centre de la France. Oui, et donc vous avez vécu votre enfance là-bas? J'ai vécu mon enfance là-bas, j'ai fait mes études primaires, secondaires là-bas. Oui, et vos parents Mes parents vivaient là. Ma mère était originaire de l'Est de la France, mais mon père était originaire du centre. Oui, et Eppner, c'est le nom de mon mari, puisque je suis mariée, et lui est originaire de l'Est de la France. D'accord. Et donc vous avez vécu votre enfance à Châteauroux. Vous étiez une petite fille toute seule? Non, j'ai un frère aîné de 3 ans et demi de plus que moi. Oui. Et votre enfance, alors parlez-nous de votre enfance, est-ce que vous avez vécu une enfance heureuse? Oui, j'ai vécu une enfance très heureuse. Je n'ai pas de souvenirs désagréables de cette enfance. J'avais des parents aimants et je me sentais bien, je dirais, dans toute mon enfance. Ça veut dire quoi, c'est bien ça? Je jouais beaucoup, j'aimais aller à l'école, j'avais des amis, j'avais une vie de quartier et déjà une vie sociale, on va dire, hein, et c'est très agréable de pouvoir être en équilibre. J'avais un frère aîné que je suivais dans pas mal de ses sorties sportives, vélo, trottinette, et donc j'ai grandi avec beaucoup de sport, beaucoup d'amitié et dans une famille aimante. Et quel sport, si on... J'ai fait beaucoup de sport. J'ai fait de la danse, de la gymnastique, hein, et du volley, de l'athlétisme. De la 6e à la terminale, je faisais 10 à 12 heures de sport par semaine. Ah oui, c'est important. Donc je faisais beaucoup de sport. Oui, ça vous a apporté beaucoup? Ça m'a apporté beaucoup, je pense, dans la résistance déjà, c'est quelque chose que j'aime toujours faire, donc ça entretient le physique. On en parle beaucoup aujourd'hui, que c'est très important, mais pour moi, ça a toujours été important tout au long de mes études, de ma carrière, de ma vie de famille, de pouvoir faire du sport, évacuer aussi un trop-plein d'énergie, et c'est important. Parce que vous êtes pleine d'énergie, c'est vrai. En oui. vous voyant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein, et en vous regardant également, vous êtes une femme de paix, vous respirez la paix. Je sais pas, j'ai toujours été assez calme, même si j'ai fait énormément de sport. Et puis la compétition vous amène aussi à se gérer, on va dire, gérer son émotion, gérer une équipe, gérer ça, on apprend beaucoup et dès le plus jeune âge dans les activités sportives. Et l'adolescence, comment ça s'est passé? Pareil. Pareil, bien, parce qu'en fait, j'avais quand même beaucoup d'amis et j'ai pas de souvenirs désagréables de l'adolescence. Mes parents non plus, d'ailleurs, n'ont pas eu de problème de ce côté-là. Bon, je pense que c'était aussi très différent que ce que peuvent vivre les enfants de notre époque. Mais ayant des activités et ayant beaucoup de liberté, finalement, mes parents savaient où j'étais. J'avais des activités sportives encadrées. Puis j'étais pas une enfant qui défie l'autorité, en fait. Puis alors, dans votre petite tête, disons, vous vous êtes dit, je vais faire chirurgien d'un seul coup. C'est venu petit à petit. Comment ça s'est passé? Je dirais que c'est quelque chose qui m'est venu en seconde. Oui, c'est ça. À peu près la seconde. Suite à quoi? Bon, je sais pas. J'ai toujours... j'avais pas d'aversion pour
la médecine, et j'ai eu envie de faire ça. Aider les autres, non? Aussi, sûrement. Oui, c'était quelque chose qui était en vous déjà, peut-être. Oui, je pense, oui, c'est sûr, mais oui. Après, la définition, c'est difficile. Alors, vous vous êtes lancé dans les études de médecine, il paraît que c'est très long, c'est quand même assez pointu, il faut... Il y a beaucoup d'études longues, il y a beaucoup d'études longues, il y a beaucoup d'études pointues. Après, quand on démarre et qu'on a très envie, je dirais qu'on franchit les obstacles, c'est... Mais alors là, c'était à Nantes, hein? Alors non, les études de médecine, je les ai faites à Tours, puisque c'était Châteauroux étant, je dirais, équidistant de 3 villes, Limoges, Poitiers et Tours. On avait le choix entre ces 3 villes-là pour les études de médecine. Moi, j'ai fait le choix d'aller à Tours, et donc j'ai fait mes études à Tours. Et donc, on fait les études, oui, mais il y a plein de branches, il y a plein de... alors, au départ, il n'y a pas trop de branches, faut quand même avancer, et à mon époque, à partir de la 4e ou 5e année, on préparait l'internat pour faire des spécialités. À l'époque, on avait 2 choix. Soit on préparait l'internat pour une spécialité qu'on faisait dans un CHU, soit on passait ce qu'on appelait les CES, c'est-à-dire les certificats d'études spécialisées. Mais certaines spécialités n'avaient pas de CES. C'est-à-dire que, par exemple, la chirurgie, vous êtes obligé d'être interne parce que ça s'apprend en CHU. Donc, avec d'autres amis, on a préparé l'internat. À l'époque, c'était très différent d'aujourd'hui. Donc, on choisissait des villes où on passait l'internat, puisque chaque ville organisait son concours. Et moi, j'ai passé plusieurs villes. J'ai été reçue à Nantes et je suis venue à Nantes. Vous êtes heureuse à Nantes? Très bien, j'ai pas du tout de regrets. De toute façon, j'avais choisi des villes où j'avais envie de vivre, pas forcément... Oui, bien sûr. Oui. Et alors, vous vous êtes orienté vers la chirurgie plastique. Et pourquoi cette orientation? Alors, dans mes études de médecine à Tours, j'ai fait beaucoup de gardes de chirurgie, j'ai fait beaucoup de stages de chirurgie, parce que c'est quelque chose qui me plaisait, d'externe en chirurgie, donc j'aimais voir, aider, prendre du temps. Il se trouve que j'ai aidé un patron de chirurgie plastique. La chirurgie plastique, à l'époque, était assez balbutiante, en fait, et elle n'avait pas l'aura ou l'immense impact qu'elle a aujourd'hui. Quand on choisit ce métier, on sait très bien qu'on va y passer du temps. Mais c'est aussi du temps où on apprend. Donc en fait, c'est important d'y passer du temps. Et c'est pour ça aussi que moi, en tant qu'externe, je faisais du temps en plus pour justement aider un chirurgien qui faisait de la chirurgie plastique. Et j'ai découvert cette spécialité et je me suis dit, tiens, si j'arrive à faire chirurgie, je ferai cette spécialité. Un jour, une vie. Et donc, je reçois aujourd'hui Dominique Eppner, qui est une femme chirurgien pour les grands brûlés. Alors, Dominique, on va parler vraiment du métier de chirurgien, notamment dans les grands brûlés. C'est quelque chose de très particulier. Comment ça se passe exactement? Donc, et avant l'opération, après l'opération, est-ce que c'est quelque chose de plus compliqué qu'une autre opération? Non, je pense que de toute façon, quand on fait ce métier, on apprend au fur et à mesure et on accumule des connaissances qui vous permettent de faire des choix dans les techniques opératoires en fonction des cas. Alors, les brûlés, c'est une part de la chirurgie plastique. Je n'ai pas fait que ça, mais c'est une part qui est très particulière, qui n'est pas prisée par tous les chirurgiens, et tous les chirurgiens plasticiens n'en font pas, puisqu'il faut déjà être dans un CHU, et dans un CHU où il y a un service de brûlés, ce qui n'est pas le cas de tous les CHU. Les centres de brûlés, j'ai plus le chiffre exactement, mais il y en a pas dans tous les CHU de France. Donc, le brûlé est quelqu'un de particulier. D'abord, il vient de vivre un accident, une agression. C'est physique et physiquement très difficile.
Et puis, c'est quelqu'un qu'on va suivre très longtemps. Donc, c'est très particulier aussi à ce métier, parce que parfois, on voit un enfant qui a été brûlé à 2 ou 3 ans. On va le suivre, en fait, dans toute sa croissance, hein, puisque c'est important de voir comment vont réagir les cicatrices, comment vont évoluer les cicatrices, notamment autour des zones fonctionnelles, comme un coude, une main, un creux axillaire. Et donc, ça crée des liens, en fait, avec le patient qui sont extrêmement importants. Mais alors, il y a une différence entre grand brûlé adulte et grand brûlé enfant ou jeune. Il n'y a pas de différence dans le traitement du brûlé aigu, puisqu'on va faire le même traitement, qui est aujourd'hui d'essayer de greffer au plus tôt possible. Et donc, on aboutit aujourd'hui à des traitements qui permettent on va dire le recouvrement des zones brûlées par des greffes en 1 mois et demi. Et donc, ça permet, maintenant qu'on connaît bien le brûlé, ça permet aussi de le mettre en rééducation plus tôt, de faire de la balnéothérapie plus tôt. Et donc, ça permet de faire évoluer beaucoup la peau du brûlé en une peau qui n'est plus normale, mais elle est plus souple. Et donc, on a chez nous beaucoup moins de séquelles. On a fait beaucoup de progrès au point de vue... Énormément. Oui, dans quel domaine ? Justement, dans le domaine de la connaissance de ces brûlures. Avant, on attendait que la brûlure se nettoie, on va dire, de cette façon-là, avant de greffer. Maintenant, on nettoie la brûlure et on n'attend pas qu'elle se nettoie, ce qui fait gagner 1 mois ou 1 mois et demi. Mmh. Et donc, le fait de ne pas avoir toute cette inflammation, on va dire, on a donc moins de réaction des tissus par rapport à l'inflammation. Je suppose quand même que c'est un travail d'équipe. Les brûlés ne se conçoivent que dans un travail d'équipe. Il y a les infirmières, il y a les aides-soignantes, il y a dans un hôpital les internes et on va dire les seniors ou les chefs de service. Mais ça ne se conçoit, et il faut pas oublier non plus l'ergothérapeute, le kiné et le psychiatre aussi dans un service de brûlés, puisqu'on est face à des problématiques parfois difficiles, mais c'est un travail d'équipe. Vous faites également aussi, vous parliez que c'était dans le temps, un travail vous-même en tant que chirurgienne, un travail psychologique. Oui, moi c'était pas même si chacun apporte son côté psychologique aux patients et on a plus ou moins d'empathie pour les patients et on va les aider de cette façon-là. Moi, je suis pas psychiatre et ni psychologue, donc c'était pas mon rôle premier. Mais par les soins qu'on apporte, la façon dont on les fait aussi, on a plus ou moins d'empathie, effectivement. Alors, les brûlures en catégorie, ça se situe comment exactement ? Les accidents, les suicides, enfin les tentatives de suicide, c'est beaucoup d'accidents. On a eu le cas il y a récemment là, oui, avec un jeune. Oui. Quel cas vous recevez, disons en majorité ? En majorité, c'est des accidents domestiques ou des accidents du travail. C'est essentiellement ça. Domestique, beaucoup chez l'enfant. Et malheureusement, l'eau trop chaude la casserole d'eau qui se renverse, le thé qui est trop chaud, l'accident est vite arrivé et c'est quand même l'accident qui est le premier, qui fournit les brûlures. Après, il y a tout ce qui est dans les brûlés d'adultes ou d'enfants d'ailleurs, les incendies, mais qui sont aussi des accidents. Et donc on est chirurgien, on est devant la table d'opération. Et est-ce que il y a de l'émotion ? Est-ce qu'il faut pas d'émotion ? Comment ça se passe dans votre tête ? Est-ce que c'est le travail ? Non, on est un artisan. Enfin, on travaille. Oui. Non, il n'y a pas d'émotion au moment où on est sur la table. Quand on travaille, on travaille. Et c'est justement parce que on a acquis des connaissances qu'on peut faire ça tranquillement et on sait qu'on travaille pour le patient. Oui. En préparant l'émission, vous m'avez dit comme ça que quelquefois, donc le brûlé est nu sur la table d'opération, oui. Mais que vous chauffiez la salle d'opération. On chauffe beaucoup la salle d'opération puisque justement le brûlé, s'il est brûlé par exemple à 40 ou 50%,
eh bien, on va être obligé de le mettre nu sur la table, forcément. On peut pas le recouvrir. Et on va mettre des liquides qui sont pas forcément très chauds. Et donc du sérum, de la bétadine, enfin des savons, des choses comme ça. Et donc on va chauffer, oui, la salle, à des températures importantes qui sont un peu difficiles pour nous, mais bon, qui sont souhaitables pour le patient, puisque c'est l'intérêt du patient et pas l'intérêt du chirurgien. Et comment réagit l'entourage, la famille? Parce que, attention, c'est que une opération de grand brûlé, il y a les marques, disons qu'il y a tout un aspect aussi psychologique. Comment ça se passe au point de vue entourage? Là, tout dépend aussi de l'accident, tout dépend de l'âge. C'est sûr que c'est un accident de la vie qui va marquer tout le monde, le patient, quel que soit son âge, mais aussi tout l'entourage, parce que c'est un cheminement qui est long entre la guérison de la brûlure, qui peut prendre 1 mois et demi, on a dit 2 mois, voilà. Après, il y a tout ce cheminement de la rééducation, de l'acceptation des cicatrices, de l'évolution des cicatrices qui se fait sur 18 mois à 2 ans pour avoir une cicatrice, on va dire, stable. Mais ça ne veut pas dire qu'une cicatrice, elle se voit pas. Donc, il va falloir l'accepter. Alors évidemment, c'est plus facile d'accepter une cicatrice au milieu de l'abdomen qu'une cicatrice au niveau du visage. Donc, il y a tout ce cheminement qui est difficile. Et c'est l'intérêt des consultations de contrôle, on va dire, où on revoit les gens, où on les soutient, où on voit aussi parfois la façon de les aiguiller vers, je pense aux enfants, ou par exemple qu'on suit, et il n'y a aucun problème dans toute l'école primaire, et le passage au collège, par exemple, c'est une épreuve. Donc on prévient les parents. Il va y avoir changement de société, finalement, autour de cet enfant. Et donc, changement de regard. Ceux qui étaient habitués le sont plus, donc le regard va être différent. Il faut faire attention. Donc, la mise en garde, sans être non plus dramatisant, mais c'est important. Et on va parler de la souffrance, là. Est-ce qu'il y a des procédés qui sont beaucoup plus pointus maintenant? On a bien évolué sur le côté souffrance. On a beaucoup évolué dans tous les domaines, et pas que dans le brûlé, pour la gestion de la douleur. En France, on essaye au maximum que les gens ne souffrent pas. C'est très important. La brûlure, c'est quelque chose qui est extrêmement douloureux. Très, très douloureux. Et c'est surtout répétitif, puisqu'on va refaire les pansements, on va réopérer, donc ça s'étale sur plusieurs semaines, et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement douloureux. Aujourd'hui, on a les moyens de faire en sorte que les gens aient moins mal, et parfois qu'ils oublient même le pansement, quoi. Et on parle actuellement de la drogue thérapeutique, que vous êtes pour ? Alors ça, c'est un vaste débat qui est totalement différent. Je dirais que la drogue thérapeutique, elle s'adresse à des douleurs chroniques. La brûlure n'est pas une douleur chronique. La brûlure, c'est une douleur qui est, je vais dire, ponctuelle. Pour parler de chronicité, il faut parler de plusieurs mois d'installation dans les années. Donc, je ne pense pas que ça ait d'intérêt pour ce type de patient. Bien. Quand on s'est rencontrés, je vous ai demandé quel était votre chanteur ou chanteuse préférée, et vous m'avez cité quand même plusieurs c'est difficile, artistes. C'est très difficile. En fonction des... Vous les aimez tous. Alors, pas tous, non, mais certains, oui. Dans ceux que vous m'avez cité Cabrel, Jean-Luc Goldman et Louane. Et donc là, on va écouter Louane, Je vole. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool, je vole. Je vole. Elle m'observait hier, soucieuse, troublée, ma mère, comme si elle le sentait. En fait, elle se doutait, entendait. J'ai dit que j'étais bien, tout à fait l'air serein. Elle a fait comme de rien, et mon père démuni
à sourire, ne pas se retourner, s'éloigner un peu plus. Il y a gare, une autre gare, et enfin l'Atlantique. Mes chers parents, je pars, je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. Je me demande sur ma route si mes parents se doutent que mes larmes ont coulé, mes promesses et l'envie d'avancer. Seulement croire en ma vie, tout ce qui m'est promis. Pourquoi, où et comment, dans ce train qui s'éloigne chaque instant. C'est bizarre cette cage qui me bloque la poitrine. Je ne peux plus respirer, ça m'empêche de chanter. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Je vole, je vole. Voilà, Un jour une vie. Je reçois aujourd'hui Dominique Eppner, qui est femme chirurgien pour Les Grands Brûlés. Dominique, cette chanson vous a beaucoup ému. On a vu ça. Ça vous raccroche à des souvenirs. Oui. Non, je pense que c'est quelque chose qui est important. J'ai beaucoup aimé le film dans lequel Loan jouait. C'était extraordinaire. Hein. C'était extraordinaire. Oui. Mais aussi, c'est le départ des enfants, ou son départ, celui qu'on a tous fait à l'adolescence ou au moment des études, sortir du nid. Mmh. C'est important. Et oui. Et il y en a qui ont du mal à sortir de ce nid. Et... Alors, il y en a qui ont du mal à sortir, et puis il y en a qui les retiennent aussi dans le nid. Donc, je pense qu'il faut savoir élever les enfants pour qu'ils sortent du nid. C'est bien. C'est un beau message. On va revenir, avant de passer sur l'Afrique, à votre métier de chirurgien, femme. Nantes est bien placé, point de vue chirurgie, Grand Brûlé. Je pense. Il n'y a pas que Grand Brûlé, il y a chirurgie plastique et Grand Brûlé. Oui. Je lisais un article dans le journal il y a quelques semaines, comme quoi actuellement c'était le service qui était le plus demandé, puisque vous savez que maintenant c'est un concours qui est national. Donc en fait, on passe les étudiants passent un concours pour être interne, et c'est national, et que Nantes était très demandé pour son service de chirurgie plastique et brûlée, puisque les deux sont couplés quand même. Ouais, c'est ça, oui. Et de toute façon, vous retrouvez entre vous, vous discutez, il y a des échanges, il y a des des plateaux techniques. Il y a des échanges. De toute façon, l'école de Nantes, entre guillemets, qui a été montée par mon patron et ami, le professeur Panier, a fait beaucoup de bons chirurgiens plasticiens, parce qu'il y avait un esprit d'équipe, et puis une émulation, et dans le bon sens du terme, c'est-à-dire du travail, mais dans une ambiance cordiale et agréable. Et donc, et puis un accompagnement aussi pour les plus jeunes. Et cette école a fait beaucoup de bons plasticiens qui sont pour la plupart installés à Nantes d'ailleurs.
Et donc aujourd'hui, c'est le fruit, je dirais, de ce travail depuis les années 80. Quel est votre meilleur souvenir en tant que chirurgien? Oula, ça Il y en a c'est... plein. Oui, il y en a plein. C'est Ouais. difficile d'en mettre un plus, plus en avant, non? Et le pire? Bah, il y en a plein aussi, mais bon, c'est pareil. Il faut assumer. On assume. Vous savez, on a fait ce métier, que ce soit quand on est de garde aux urgences ou dans son métier de chirurgien, on a des choses difficiles à vivre, mais bon, il faut assumer. Et des regrets? Non. Je pense que on peut toujours avoir des regrets, mais en fait, d'abord, on remonte jamais l'horloge, d'une part, et d'autre part, je pense que, pour ma part, j'ai toujours essayé de faire le maximum pour pas avoir de regrets, justement. Donc, c'est-à-dire, j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà. Puis bon, on travaille, on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul non plus. Donc, je crois qu'il faut savoir dire quand on sait pas faire, déjà, pour faire appel à des gens qui savent mieux faire que vous. Ça, c'est quelque chose qui est important dans ce métier, c'est d'avoir l'humilité de dire qu'on ne sait pas faire. Et puis, savoir aussi accompagner les plus jeunes, pas les laisser à faire seuls des choses dont ils sont peut-être pas capables de faire. Et puis, accompagner les gens aussi quand il y a des difficultés. Quoi. Oui, vous avez été dans le privé aussi, oui, chirurgie. Sûr, oui. Il y a une différence? Comment ça se passe? Pour moi, il n'y a pas de différence. Est-ce que vous faisiez on a opération? affaire à des gens, on n'a pas affaire à une structure. On a affaire à des gens, que ce soit l'équipe qui vous entoure ou que ce soit les patients. Donc, c'est ça qui est important. C'est la relation avec le patient. Écoutez, Dominique, si vous voulez bien, on va partir en Afrique. Oui. Puisque vous avez, je vois votre sourire là déjà. Hein, on est parti très très loin. C'est un pays qui vous tient à cœur, le Togo, et vous avez donc créé votre association. Vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr. J'ai pas créé seule l'association. On était 4 au départ. Donc mon aide opératoire et mon mari et un cadre infirmier où on était tous les 4 partis au Togo avec une autre association en fait pour faire de la chirurgie humanitaire. Alors, ça consiste en quoi? Ça consiste en quoi? En fait, mon esprit cartésien et j'ai réfléchi très rapidement que la chirurgie plastique en Afrique, on n'en avait pas vraiment besoin. Faire des plasties mammaires, faire des plasties abdominales, des liftings, des paupières, c'était pas vraiment le besoin. Et la brûlure n'était pas du tout prise en charge. Donc, on a cadré cette mission en disant on fera des séquelles de brûlure. Donc, c'est vrai que cette première mission, on a fait des séquelles de brûlure. Ça a été annoncé comme ça au niveau de l'hôpital où on est allé travailler, donc le CHU à l'époque qui s'appelait le CHU Tocoin à Lomé. Et on a eu 200 patients à la consultation. Alors, c'est un peu trop pour 10 jours d'intervention. C'est beaucoup de sang, oui. Oui, c'est beaucoup. Enfin, ils n'étaient pas tous à opérer. Mais donc, ça montrait bien qu'il y avait des besoins. Et comme on avait tous les 4 une bonne connaissance du brûlé quand même, on savait qu'il fallait être pérenne pour pouvoir traiter correctement les gens ou leur apporter quelque chose qui soit durable. Donc en fait, être pérenne, ça veut dire essayer de revenir. Et donc l'association avec laquelle on était parti ne souhaitait pas revenir au même endroit, donc on a monté notre association. Voilà, un jour une vie, et donc je reçois aujourd'hui Dominique Epner, qui est femme chirurgien pour les grands brûlés, et nous arrivons donc en Afrique, au Togo, avec l'association Solidarité Brûlée, donc de Nantes-Lomé. Voilà. Alors donc vous vous êtes dit, moi je suis chirurgien, voilà, je peux peut-être faire quelque chose, mais comment? C'est-à-dire que c'est venu assez naturellement. Après cette première mission, on
on s'est retrouvés, on a dit il faut faire une association, donc c'est ce qu'on a fait. Puis vous savez, les choses, elles viennent progressivement. On a fait une mission, on nous a demandé de revenir, on en a fait une deuxième, et de fil en aiguille, on vient de faire la 28e. Oh là là, 28e. Oui, mais on va dire ça s'enchaîne. On n'a rien fait on n'a pas dit on va y aller 17 ans au Togo. Non, on n'a pas dit ça. On a dit on va y aller, on va voir. Et puis voilà. Et de fil en aiguille, on a quand même monté des choses. C'est-à-dire que le fait déjà de revenir régulièrement. C'est quoi régulièrement ? Tous les 6 mois. C'est 2 fois par an, 2 missions de 3 semaines par an. Donc le fait de revenir régulièrement, les gens, on a réussi à avoir des consultations de contrôle, c'est-à-dire les gens qu'on opérait, on pouvait les revoir, ou les gens qui n'étaient pas tout à fait opérés, mais dont on savait qu'avec la croissance, il faudrait peut-être les opérer, on pouvait les revoir. On a été aidé dans cela d'ailleurs par l'arrivée du téléphone portable, parce que au début de nos missions en 2003, il y avait que le téléphone filaire et peu de personnes l'avaient, donc on n'arrivait pas à joindre les gens si on voulait les revoir dans la mission d'après. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone, et donc ça c'est très bien, puisque on arrive à joindre les gens dès qu'on va en mission. Il y a plus de suivi, quoi. Et il y a énormément de suivi, ce qui est très important pour le brûlé, comme je disais tout à l'heure. C'est vraiment très important. Après, il est certain que il y a aussi beaucoup de besoins, puisque la brûlure, comme toutes les pathologies en Afrique, elles sont pas prises en charge. Donc les gens doivent acheter tout le matériel pour les soins. Il n'y a pas de sécu. Ah non, il n'y a pas de sécu. C'est sûr. Donc les gens doivent acheter ce qu'il faut, et puis parfois il n'y a pas ce qu'il faut, donc on fait pas le pansement parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut. Donc ça recule le pansement, ce qui veut dire que on va obtenir des cicatrisations dans des délais qui sont longs, avec donc des rétractions, c'est-à-dire des tiraillements au niveau des articulations et tout ça qui font que on a des déformations très importantes, notamment chez l'enfant. Mais alors Dominique, si je comprends bien, je peux pas payer, je suis pas opéré. C'est ça, c'est tout à fait ça, et nous on l'a vécu. C'est parfois difficile. C'est difficile pour tout le monde d'ailleurs. C'est difficile pour le patient, mais c'est aussi difficile pour l'équipe chirurgicale togolaise, parce que les chirurgiens, ils sont bien formés, on va dire, qu'ils savent faire ce qu'il faut pour traiter les gens. Et quand vous voyez un patient arriver et que sa vie dépend de ce qu'il va pouvoir acheter pour être traité, des fois c'est quand même très difficile, et moi j'ai été amenée à en discuter avec les chirurgiens, et c'est compliqué. Mais là, il n'y a pas de stock d'urgence, d'extrême urgence. Quand même, il y a beaucoup d'associations qui aident au point de vue médical. Oui, mais vous savez bien que la médecine, c'est un puits sans fond. On en parle aujourd'hui beaucoup, puisque les hôpitaux sont en grève. C'est un puits sans fond, parce que il faut, en plus, le brûlé nécessite beaucoup de consommables, compresses, bandes, pommades, pulgras, etc. Mais c'est compliqué. Alors, c'est sûr que le système de santé qu'on a aujourd'hui chez nous est très bien. Il permet de soigner tous les gens, quelles que soient leurs conditions. Et ça, c'est très important. Parlez en France. En France. Bon, là-bas, c'est sûr que c'est à 2, à 3 ou à 4 vitesses, quoi. C'est compliqué. Et bon, alors les associations, elles peuvent pas tout faire, et puis elles sont pas là tout le temps. Nous, on n'est pas là tout le temps, même si on fournit du consommable pour le service des brûlés. Le consommable, ce sont les compresses, les choses comme ça. Le tulgras, pour essayer de diminuer le coût des pansements, ça le diminue pas totalement. Et puis, il y a l'hospitalisation. Quand vous êtes hospitalisé, chaque nuit a un coût. Donc, c'est tout ça qui s'ajoute au reste. Et il y a beaucoup de gens qui sortent de l'hôpital parce qu'ils peuvent plus payer. Donc, c'est des gens qui échappent au traitement, je dirais, normal. Et sur le long terme aussi, quoi. Ah c'est sûr. Et les chambres sont pas les mêmes que chez nous. Non, c'est pas pareil, mais enfin bon, c'est sûr qu'on a une autre vie, c'est des chambres communes pour beaucoup, pas toutes, mais pour beaucoup. À l'hôpital, nous quand on opère, nos chambres, il y a 10 lits dans la chambre,
Mais bon, quelque part, ça amène une vie familiale, d'entraide. La maman qui doit aller chercher à manger, elle laisse son petit à la voisine, etc. Et il y a toujours une très bonne humeur dans ces chambres. Nous, on n'a plus de chambre commune et c'est très bien. Pour ma part, j'ai vécu quelque chose d'intéressant. Dans ma première année d'externat, j'étais dans un service de pneumologie et le service était en rénovation et moi j'étais chez les hommes et donc il y avait une salle commune et le service a connu sur les 6 mois où j'étais le passage de la salle commune aux chambres individuelles. Et donc les gens qui étaient tous les hommes qu'on voyait en salle commune, bon avec des petits paravents, quand ils sont pas, alors ils jouaient aux cartes, ils jouaient aux dames, ils jouaient à plein de choses, ils écoutaient de la musique ensemble, etc. Il y avait une certaine ambiance dans cette chambrée, on va dire. Moins de stress. Je ne sais pas s'il y avait moins de stress, mais bon, on était moins face à soi-même quand même, c'est sûr. Et donc, ils ont déménagé un jour, ils ont déménagé. Eh bien, c'était très drôle parce que le matin, quand on arrivait, tous les hommes étaient dans le couloir et sortaient leurs chaises pour ceux qui étaient un peu fatigués pour se mettre dans le couloir. Et petit à petit, ces gens sont sortis, ont été remplacés par des gens qui n'ont connu que la chambre seule et plus personne n'était dans le couloir. Il y avait une âme, il y avait un entourage. C'est la solidarité du groupe. Après, bon, quand le groupe fonctionne, c'est bien. Quand le groupe fonctionne pas, ça peut être aussi très lourd. Donc, Solidarité Brûlée Nantes-Lomé. Donc, vous faites des interventions pendant combien de semaines? Alors, à Lomé, on part 3 semaines, mais en fait, on opère 1 semaine et demie, enfin 2 semaines, on va dire. Et pendant ces 2 semaines, vous recevez combien de patients? Là, la dernière mission, on a opéré 35 patients et on a vu en consultation 115 patients. Important. Mais les frais sont pris en charge? Comment ça se passe? Alors, l'hôpital offre le séjour des patients. Les patients se payent les repas parce que dans ces hôpitaux il n'y a pas de cantine et il y a pas c'est toujours les familles qui font les repas. Et nous on offre les soins. Oui, mais vous l'association, il y a quand même le voyage. Alors nous on est toujours en recherche d'argent, c'est-à-dire que on fait des actions. On a fait en début d'année on a fait un concert. On fait les marchés de Noël, on fait des actions avec des écoles. Cette année, on était avec l'école Saint-Michel de la Chapelle-sur-Erdre. Et donc, on fait des actions. Oui, une mission, c'est quand même c'est de l'ordre de 12 000 euros. Une mission entre 12 000 et 15 000 euros. Ah oui. Après, il y a on affrète un container pour le matériel, notamment le consommable qui est envoyé à l'hôpital. Donc c'est dans ces 12 000, 13 000 euros, c'est compris quoi. Enfin c'est compris, c'est compté. Mais c'est vrai que c'est onéreux, mais on essaye de travailler pour ça tout au long de l'année. Voilà, un jour une vie. Donc je reçois aujourd'hui Dominique Epner, qui est femme chirurgien pour les Grands Brûlés, qui a fait beaucoup de choses aussi. Et donc avec l'association Solidarité Brûlée Nantes-Lomé au Togo. Et on va parler un petit peu de vous, Dominique. Alors la famille dans tout ça. J'ai quand même 4 enfants. J'ai un mari. Oui. 4 enfants. J'ai cru comprendre qu'il était, disons, très proche de vos actions, que vous travaillez ensemble. D'abord, on fait le même métier, donc c'est important parce qu'il est capable de comprendre tout le métier. Quand on est de garde, quand on est appelé, de jour, de nuit, c'est pas un problème, quoi. Chacun a ses urgences et chacun les comprend. Il n'y a pas de souci. Même les enfants. Et même les enfants. Les enfants, comme il y avait on était quand même 2 à assumer les enfants, mais les enfants ont très bien compris le métier et notre investissement. Donc, quand on fait quelque chose qu'on aime, je pense que les gens autour n'ont pas de difficulté à comprendre ces engagements. Quel âge ils ont vos enfants actuellement? Alors 36, 34 et 32. Ils font le même métier dans la médecine? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout.
Alors, ils font Pas du tout. Alors, l'aîné est dans le marketing, le second est ingénieur. Il est, aux États-Unis dans une start-up, et les jumeaux, donc garçon et fille, il y en a une qui est dans une boîte de forage, et l'autre est ingénieur également. C'est complètement différent tout ça. Hein. Ah, complètement différent. Oui. Mais bon, je veux dire, on n'a pas. Ils ont vu qu'on faisait quelque chose qui nous plaisait, mais on n'a pas insisté pour qu'ils fassent la même chose. Je pense que il faut s'épanouir dans ce qu'on aime faire et dans ce qu'on sait faire. Alors, on va presque terminer, mais on va apporter votre regard sur la société, sur le monde actuel. Qu'est-ce que vous en pensez de la société actuelle ? Oh, ça c'est une vaste question. Qu'est-ce que j'en pense ? Est-ce qu'elle a évolué ? Est-ce que dans le bon sens ? Elle a évolué. Est-ce qu'on a perdu nos valeurs ? Est-ce qu'on a perdu un peu de tolérance, je pense Est-ce qu'on sait vraiment vivre en commun maintenant ? Je suis pas certaine. Après, bon, il y a aussi des faits très marquants qui font que les gens se replient sur eux-mêmes, sont moins de tolérance. Je pense que il faut voyager, il faut pouvoir voyager, mais quand on voyage, qu'on voit d'autres cultures, on comprend aussi que il y a d'autres façons de vivre et on détient pas non plus la vérité. C'est ça qui est important. Il faut pas croire qu'on détient forcément la vérité. C'est-à-dire que vous parlez d'intolérance. Oui, je parle d'intolérance, je parle aussi de cultures différentes, de religions différentes. Je pense que on est pourtant aujourd'hui dans une société qui est plus facile sur certains plans. Je dirais que au niveau, par exemple, vestimentaire, il n'y a plus vraiment de code, quoi. Tout le monde peut s'habiller comme il veut. Bon, on stigmatise certaines choses, mais il n'y a plus vraiment de code. Alors que, je sais pas, moi, dans les années 50 ou même avant, il y avait quand même des codes vestimentaires qu'il fallait suivre. Aujourd'hui, c'est là-dessus, il y a plus de liberté quelque part, mais aussi je trouve qu'il y a moins de tolérance. Oui, mais plus la course à l'argent, au bonheur. Le bonheur, c'est pas... C'est quoi le bonheur pour vous ? C'est pas l'argent, ça c'est sûr. Oui. Est-ce qu'il y a les petits bonheurs, les grands bonheurs ? C'est quoi le bonheur pour vous ? Oui. Je pense que c'est d'abord s'épanouir. Après, c'est compliqué ça. Oui, je pense que... Je vois que vous avez les larmes aux yeux, mais on voit aussi que vous êtes une femme heureuse, là. Vous l'avez trouvé quelque part, le bonheur. Oui, mais je pense que c'est quelque chose qu'on doit construire. Il faut aussi savoir prendre les bonnes choses au bon moment. Et on court pas après le bonheur. On profite de chaque instant. C'est ça le bonheur. Bien, Dominique. Merci. On va terminer par une chanson africaine que vous avez choisie, d'Ismaël. Oui, d'Ismaëlo. Oui, vous adorez. Moi, j'adore. Je suis pas une bonne fan des stars, parce que je peux aimer quelque chose et puis détester autre chose chez le même auteur, acteur ou chanteur. Donc j'ai jamais été une fan et j'ai jamais eu des stars et j'ai jamais adulé des stars. Oui. Donc ça c'est votre chouchou quand même. Hein. Non, c'est pas mon chouchou. Je l'ai découvert au Bénin et je suis allée le voir en concert. J'ai trouvé qu'il avait beaucoup d'humanité et qu'il fait passer des messages et je trouve que c'est bien. Il a un parcours qui est aussi assez intéressant. Il a aussi parcouru plusieurs cultures. Je pense que c'est ça la richesse aussi. Merci Dominique Eppner. Merci d'être venu. Il n'y a pas de quoi. Merci à vous.
Mama gendegi magi nyanya wan mako bala menyi bibarsa. Mane betunya si beti Afrika don benere. D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Kon jamu Afrika, mom lay ñaan. Mané jamu Afrika, moy suñu natange. Yomi nekk bitim réew man mi loo maa ngi lay ñaan ak loo ko mën ta am ak loo ko mën ci mel bul fàtte Afrika. Ici ou ailleurs, la paix crie du bonheur. Même si le ciel pleurait, luttons pour nos frères. Kon jamu Afrika, moom lay ñaan. Mané jamu Afrika, moy suñu natange. Africa, Africa. Onon bibe Africa umade digoden lady man ngachen khasidagal yo Allah suuken edi musibaji yo Allah adu jam to Rwanda yo Allah adu jam to Burundi yo Allah adu jam to Casamance lawul mi jona